Merci encore une fois d'avoir choisi le plateau d'Aminata.com. Nous sommes en direct de Washington DC. C'est bien aux États-Unis où nous recevons aujourd'hui l'ancien ministre guinéen de l'économie, des finances et du plan. Il s'agit de M. Ousmane Doré. Alors, pour la petite histoire, M. Ousmane Doré a fait ses études primaires et le collège à Kissidougou, Conakry et Kindia. Pendant ce temps, il a fait le lycée à Mamou. Et de Mamou, il est allé à Conakry pour l'ENAM. Après l'ENAM, il a fait ses études de mine et géologie là-bas à Tamakene, c'est à Boké. Et il est donc de la promotion Mohamed V. Après ses études, il a commencé par exercer, donc il était professeur à la faculté zootechnique de Tolo, c'est à Mamou. En 1984, plus précisément en juillet, M. Ousmane Doré est bénéficiaire d'une bourse d'études pour les États-Unis d'Amérique, où il commencera par l'université de Californie Davis, et ensuite il aura sa maîtrise en économie minière à Arizona. Donc après Arizona, il passe pour l'université de Minnesota où il a son PhD en économie, c'était en 1993. Et la même année, M. Ousmane Doré est admis au Fonds monétaire international, donc en 1993, où il a passé 5 ans au département Europe, 10 ans au département Afrique, dont 3 ans il était le représentant résident au Sénégal et en Guinée-Bissau. Depuis donc de mars 2007 à octobre 2008, M. Ousmane Doré est ministre de l'économie, des finances et du plan de la République de Guinée dans le gouvernement de consensus dirigé à l'époque par M. Lassana Kouyaté. Voilà l'homme que nous recevons dans cette émission aujourd'hui. Bonsoir, monsieur le ministre. La première question, d'abord, je vous souhaite la bienvenue et merci d'avoir accepté cette invitation. La première question que je vais vous poser, monsieur le ministre. Depuis votre départ des affaires en octobre 2008, on vous a entendu très peu. Même au moment où se joue une transition politique dans notre pays. Peut-on savoir les raisons de ce mutisme, monsieur le président? Oui, merci bien. D'abord pour m'accepter sur votre plateau. Je voudrais tout d'abord vous dire que je suis ici à Washington, pas dans le cadre d'un exil ou pour des raisons que beaucoup ont attribuées à autre chose. J'ai préféré, après mon passage aux affaires, venir ici à Washington pour essayer quand même de travailler sur des projets, et des projets qui concernent d'ailleurs l'avenir de ce pays et dont j'aurai l'occasion peut-être d'élaborer dans le futur prochain. Ce qu'il faut dire, c'est que je n'ai pas choisi d'être dans le silence parce qu'il y avait autre chose. Un homme d'État, lorsque vous finissez d'accomplir votre mission, eh bien vous vous retirez pour laisser la place à d'autres et sans apporter des critiques qui pourraient compromettre l'accomplissement de leur mission. Voilà donc pourquoi je suis ici. Je suis là, ma famille est encore à Conakry et depuis donc je vais de temps en temps en Afrique ou dans le cadre justement des projets sur lesquels je suis en train de travailler. Voilà, monsieur le ministre, c'est vrai, vous vous êtes retiré un peu, mais nous avons appris par le biais, disons, des médias que vous étiez pressenti à votre ancien poste dans le gouvernement de la transition. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Oui, comme tout le monde, je suis resté ici à Washington pour apprendre que des accords sont passés à Ouagadougou entre la classe politique et la junte militaire. Et un premier ministre a été nommé à la suite de ces accords. Ce premier ministre m'avait fait appel pour que je l'appuie dans le cadre de la mise en œuvre de sa feuille de route pour la période de transition. Je dois dire que, compte tenu de tout ce que je viens de vous dire, le moment n'était pas très opportun pour moi d'être au pays en ce moment. Mais par patriotisme, j'ai accepté de répondre à son invitation. Et ce que j'ai fait à Conakry au mois de janvier. Mais dès que je suis arrivé, je me suis rendu compte que le comportement de certains acteurs restait à désirer, puisque des fausses informations ont été circulées sur ma personne pour amener ce Premier ministre dans une position peut-être gênante.
Et j'ai pris sur moi la responsabilité de me retirer de cette course, puisque cela ne valait pas la peine de créer un ombrage inutile. Ce sont des accusations dont peut-être j'aurai l'occasion d'en parler au cours de cette interview si vous le souhaitez. Voilà, monsieur le ministre, vous avez parlé de sacrifice. Le plus souvent, les spécialistes en économie nous parlent parlant bien sûr de l'économie guinéenne, qu'elle est caractérisée parfois par une croissance très limitée. On parle d'inflation, on parle de faiblesse budgétaire, on parle même d'une accumulation d'une dette intérieure et extérieure, tout cela de termes techniques. Alors, ma question, à votre arrivée aux affaires en 2007, donc aux finances en 2007, quel était, ou alors comment se présentait l'ardoise économique de notre pays? C'est là où je voudrais vraiment que vous me parliez de ce que vous avez trouvé et du bilan de ce que vous avez laissé. Merci pour la question. Je pense que c'est une question très, très positive. Effectivement, lorsque nous sommes arrivés en mars 2007, c'était à la faveur des grèves illimitées que les syndicats avaient déclenchées, des accords tripartites ont été passés et ce gouvernement de consensus a été mis en place. Sur le plan de l'économie et des finances, nous avons trouvé le constat suivant. L'inflation avoisinait les 40% en glissement. C'était d'ailleurs le deuxième taux, le taux d'inflation le plus élevé en Afrique, après celui enregistré par le Zimbabwe. Le taux d'échange, le franc guinéen, était largement déprécié de l'ordre de 80% par rapport à son niveau il y avait juste 2 ans. Et les réserves de la Banque centrale ne pouvaient plus couvrir que 2 semaines au maximum d'importation de biens et services. Nous avons aussi trouvé qu'il y avait, les caisses de l'État étaient quasiment vides, je dirais d'ailleurs vides, puisqu'il y avait un endettement de l'ordre de 1900 milliards du trésor public vis-à-vis de la Banque centrale. Donc ça veut dire simplement que le trésor public n'avait pas de ressources adéquates et s'endettait auprès de l'Institut de mission. Alors, la croissance, elle était quasiment nulle, bien qu'on a enregistré une croissance de 2,1% l'année précédente, mais la croissance, au regard de l'arrêt des activités dans les secteurs productifs de l'économie à cause de ces 3 mois de grève, il n'y avait pratiquement pas de croissance. Donc voilà le défi, le constat que nous avons trouvé. La dette extérieure, le pays était largement endetté à hauteur de 257 millions de dollars. Ça, c'était le stock de la dette que nous avons d'ailleurs réussi à traiter dans le cadre des accords du Club de Paris. Il y avait bien entendu un service de la dette mensuel qui était estimé à près de 80 millions de dollars. Donc, vous aviez donc toutes ces obligations au titre du service de la dette qui n'étaient pas honorées, donc qui constituaient des problèmes d'arriérés. Et aussi, à l'intérieur même, il y avait ces arriérés internes qui n'étaient pas réglés, donc qui constituaient aussi une sorte de bouclier sur la reprise économique. Comment nous avons essayé d'attaquer ce problème? J'ajoute d'ailleurs que le fait de la baisse des réserves de la Banque centrale est simplement dû au fait que vous aviez une situation extérieure qui était en nette détérioration. Le compte courant était largement déficitaire et avec un compte du capital et compte financier qui aussi s'était aggravé en déficit, puisque à cause justement de ces obligations de service de la dette, à cause aussi du manque de transfert ou de flux de capitaux dans le pays. Donc, clairement, il y avait une balance de paiement qui était déficitaire de l'ordre de 3% du PIB et qui ne pouvait être financée que par une baisse des réserves de la Banque centrale. Voilà donc l'origine de cet indicateur dont j'ai parlé tantôt. À propos de l'inflation, nous avons simplement fait le constat que ce n'était pas, les gens avaient pris le problème par le mauvais côté. Les syndicats, si vous vous rappelez, avaient imposé ces mesures d'interdiction de l'exportation des produits halieutiques, forestiers et autres, ce qui avait d'ailleurs un effet encore plus grave sur la balance des paiements et sur le niveau de vie des populations qui vivaient de ces produits-là à l'intérieur. Donc, leur solution au problème d'inflation était simplement de dire qu'il faut fermer les frontières, il faut maintenir l'offre de la demande dans le pays pour que les prix baissent. Mais en réalité, la situation de l'inflation en Guinée c'était un problème monétaire. Je vous explique.
Nous avons trouvé un déficit, une politique expansionniste macro budgétaire qui était en place, qui avait creusé ce déficit budgétaire. Pourquoi? Parce que les dépenses publiques étaient en augmentation croissante qui n'avait rien à voir avec le niveau de recettes de l'État, et donc créant de fait un gap qu'il fallait couvrir, et il n'y a que 3 façons de couvrir un déficit. Le financement de ce déficit peut se faire soit par des apports extérieurs, je vous ai parlé de l'arrêt des programmes depuis 2001, oui. Nous n'avions aucun financement extérieur. Vous pouvez le financer par des arriérés, c'est ce qu'on faisait en partie, mais aussi, dans le cas guinéen, en grande partie, c'était par les concours bancaires, monétaires essentiellement. Donc, les avances de la Banque centrale pour couvrir ce déficit, combinés au manque de renforcement des politiques, puisque la Banque centrale était déjà dans une dynamique de politique indirecte monétaire, les réserves obligatoires, le taux de réserve obligatoire qui avait été imposé aux banques commerciales n'était pas suivi, et il n'y avait pas vraiment un renforcement de ces mesures-là. Le tout combiné justement à cette expansion ou ces concours qu'on apportait au trésor public, ça a mené à une expansion monétaire. Donc l'offre de la monnaie a cru de l'ordre de 80%. Dans un contexte comme ça, vous voyez bien pourquoi l'inflation devrait partir à la hausse. Voilà donc ce qui a été le constat que nous avons fait. Donc nous avons compris que très tôt, et la dépréciation du franc guinéen est un corollaire de cette inflation qui galopante. Nous avons essayé de prendre le taureau par les cornes. Il fallait donc d'abord tacler le problème des dépenses, donc faire en sorte que l'État vive à l'intérieur de ses moyens. En quoi faisant? En instituant une sorte de gestion base caisse qui est basée sur un plan de trésorerie. Un plan de trésorerie, ça fonctionne comme quoi? Au mois par mois, je crois parfois nous le faisions de façon hebdomadaire, un comité de trésorerie que nous avons mis en place se réunissait dans mon bureau. Nous dégagions les ressources attendues par le trésor public, les douanes, les impôts et toutes les autres structures de l'État, le trésor. Et sur la base de ça, nous calons les dépenses que l'État doit effectuer. Donc toutes les dépenses avaient une couverture en termes de recettes. Alors, vous allez me dire, mais comment ça se traduit en termes de dépenses des différents ministères de l'État? Ça se traduisait par une sorte d'ouverture des crédits, partiels des crédits annuels, pour éviter que les ministères ne s'engagent dans des dépenses qui pourraient épuiser leur crédit avant la fin de l'année. Ok, monsieur le ministre, par rapport à toutes ces difficultés que vous avez trouvées sur place, et quelque part, lorsque vous étiez ministre des Finances, d'autres parlaient de planche à billets. L'avez-vous utilisé? Oui, mais non, je vous dis justement que c'était la réalité lorsque nous arrivions. La planche à billets, c'est quoi? La Banque centrale, en vertu de son financement au trésor public, arrive à imprimer des billets au-delà de ce qui est requis normalement dans le cadre de son fonctionnement réel pour maintenir justement les objectifs de la politique monétaire. Nous avons clairement arrêté ce financement monétaire. Donc je vous rappelle qu'il y a des textes qui existent dans les statuts de la Banque centrale qui autorisent le trésor public à se prévaloir de ces concours monétaires de la Banque centrale à hauteur de 20% des recettes fiscales de l'exercice antérieur. J'ai proposé au gouverneur de la Banque centrale, j'ai proposé au gouvernement que le ministre des Finances ne veut plus recourir à cette pratique, qui m'est autorisée par les textes. Ça veut dire donc qu'en fermant ce robinet, le trésor public devrait nécessairement trouver les moyens de financer ses dépenses quotidiennes. Voilà pourquoi la gestion base caisse calait parfaitement bien avec notre effort de réduire l'inflation. Et ce n'est pas surprenant que l'inflation, qui était à 40%, est retombée à moins de 12% déjà en fin de période 2007, effectivement, puisque toutes ces mesures conservatoires qui étaient l'arrêt des débits d'office ou sur le plan des recettes, on a fermé les exonérations discrétionnaires. Nous étions dans une dynamique de renforcement des administrations financières, les douanes, les impôts. Nous avons même introduit un bureau de vérification des importations qui est le bureau Veritas. Toutes ces mesures ont contribué à gonfler la pression fiscale de l'État. C'est-à-dire qu'au même moment où on contrôlait les dépenses publiques, nous faisions des efforts pour que
la marge de recettes, de revenus de l'État puisse augmenter. La pression fiscale, lorsque nous arrivions, c'est-à-dire c'est le ratio des recettes mobilisées par l'État sur le PIB, n'était qu'à 13,6%. Pour une moyenne de 17% dans la sous-région, dans l'UEMOA. Nous avons, donc à cause de toutes ces mesures dont je vous ai parlé, y compris d'ailleurs, si vous voulez qu'on en touche, les mesures visant les recettes minières, qui constituent près de 20% des recettes de l'État, nous avons fait des réformes dans le secteur minier pour pouvoir booster la contribution du secteur minier. Bien que cette contribution tarde à venir, mais il y a eu des réformes, y compris la révision des conventions minières. Nous avons essayé de mettre en place des conventions minières type pour éviter des abus dans le cadre de ces conventions-là. Ceci dit, donc pour revenir à votre question, oui, il y a eu clairement une sorte d'annulation du recours à la planche à billets, du recours au financement de la Banque centrale. Nous sommes allés plus loin. Nous avons fait le bilan, le point sur cet endettement-là, qui se chiffrait, je vous dis, à 1900 milliards de nos francs. Nous avons fait signer une convention avec la Banque centrale, le gouverneur et moi, pour pouvoir retraiter, apurer cette dette-là. Donc il y avait un dépérissement de ce stock-là qui était en cours. Et lorsqu'on me dit aujourd'hui, peut-être c'est une question que vous avez, que cet endettement est à plus de 2000 milliards, vous comprendrez que lorsque nous étions là, de 1900, nous étions dans une dynamique de dépérissement et le taux de ce taux d'endettement était descendu en deçà de 1500. Ça veut dire donc qu'il y avait des efforts, non seulement de ne plus recourir à la planche à billets, mais aussi de réduire le stock d'endettement qui était là, puisqu'il fallait le financer avec les intérêts. Voilà, monsieur le ministre, si on avait le temps, on allait revenir sur cette convention minière, puisque vous avez été ministre des Finances. Et c'est une question sensible au pays aujourd'hui, parce que même cette convention, il y a des doutes. Certains pensent que l'État guinéen ne bénéficie de rien, d'autres pensent que ce sont les conventions qui ont été très mal négociées, mais je ne sais pas si vous avez un mot là-dessus avant que je ne passe. Oui, écoutez, j'étais d'abord, mon background, je suis un ingénieur géologue, je connais la question minière, et lorsque j'ai été ministre, je suis de ceux-là qui se sont battus pour que l'on voit le problème minier en termes de revenus. Ce n'est pas juste des techniciens qui peuvent définir les principes de taxation minière. Ça relève du ressort du ministère des Finances. Et je me suis battu auprès de la Banque mondiale pour avoir une assistance technique, pour l'établissement d'un bureau qui pourrait vraiment veiller sur les problèmes de taxation minière. Qu'est-ce qui s'est passé? On a adopté un code minier en 1995. Le code minier, avec tout ce qu'on dit sur ce code minier, mais il est une référence. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Il y a eu des conventions particulières pour chaque entreprise qui s'installait pendant la phase d'investissement, la phase d'installation, même la phase de production. Il y avait des exonérations, il y avait des taxes solidées, il y avait toutes sortes de régimes spécifiques qui faisaient que le code minier n'avait plus sa valeur d'être. Donc ce que nous avons fait actuellement, c'est que pour les conventions qui étaient déjà signées, nous avons lancé à travers le CIRCAM, qui était le comité interministériel chargé de la révision des conventions minières, pour regarder dans le détail chacune de ces conventions, pas dans le cadre de revenir sur nos engagements miniers, puisque ça c'est aussi un problème, mais pour avoir un partenariat de gagnant-gagnant avec ces différentes multinationales, pour pouvoir mieux cerner leur contribution au revenu national. L'autre volet de la réforme, c'est ce qu'il faut faire pour les nouvelles conventions, pour les nouveaux contrats qui doivent être signés. Là-dessus, nous avons élaboré des conventions type qui constituent une référence. Pour tous les investissements de plus de 50 millions de dollars, on peut avoir une convention, mais qui va s'adosser à cette convention type modèle qui a été adoptée par le Conseil des ministres. Voilà, toujours avec l'ancien ministre de l'économie et des finances de la Guinée. Et monsieur le ministre, tout à l'heure vous avez parlé de la baisse de l'inflation. Alors, est-ce que vous avez un autre sujet ou est-ce que vous avez une autre question que vous avez pu régler avant de quitter les finances? Oui, écoutez, bon, l'inflation c'est le chiffre qui revient, puisque là les gens ont compris que l'augmentation globale des prix, quand même, ne se faisait pas à un rythme aussi accéléré. Donc, mais il y a eu beaucoup d'autres résultats positifs que c'est important pour les Guinéens de savoir que c'était la période que l'on peut appeler la meilleure période pour ce pays. Nous avions réussi à mettre un programme en place.
Le programme, c'est quoi? Le programme, c'est en fait un ensemble de politiques macroéconomiques, structurelles, institutionnelles que le gouvernement élabore et qui permet l'appui des partenaires étrangers. Pourquoi les partenaires ne s'engagent pas dans un pays qui n'a pas de programme? C'est parce que quand on n'a pas de programme, on n'a plus de contrôle sur les indicateurs, les instruments qui sont vertueux pour pouvoir apporter une bonne croissance, pour pouvoir apporter une inflation qui est contenue. Donc le programme, nous l'avons négocié et il a été accepté. Le corollaire de l'acceptation de ce programme, c'est tous ces allègements de dettes que nous avons obtenus. Je vous rappelle, la dette extérieure publique de notre pays s'est située à fin 2007 à 3,4 milliards de dollars. Ça, c'est environ 100% de notre produit intérieur brut. C'est-à-dire que si on devait éponger la dette publique de la Guinée, tout ce qu'on produit en une année donnée, pendant un exercice annuel donné, on peut, ça va aux créanciers. C'est jusqu'où on est endetté. Alors donc, 2/3 de cette dette-là sont détenus par les créanciers multilatéraux. Je vais parler de la Banque mondiale, du Fonds monétaire, de la Banque africaine de développement, la Banque arabe de développement. Tous ces créanciers multilatéraux, si vous prenez l'endettement de la Guinée vis-à-vis d'eux, ça se chiffre à près de 2 milliards et quelques. Le reste, 1 milliard et quelques, c'est les créanciers bilatéraux, dont le Club de Paris qui détient la majorité. Alors, ayant travaillé au Fonds monétaire, je vais vous expliquer d'ailleurs pourquoi j'ai accepté de répondre à l'appel du Premier ministre Kouyaté. J'étais en pleine mission en Éthiopie lorsque j'ai été appelé à venir. C'est parce que nous venions de travailler au Fonds monétaire sous des mécanismes d'allègement de dette. Et deux mécanismes importants, c'était le mécanisme, l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés. Et le deuxième mécanisme, c'était l'initiative d'allègement de la dette multilatérale. Alors, le PPTE, il y a un schéma. Il faut arriver à un point de décision où, sur la base de l'analyse de viabilité de votre dette, on détermine que le pays est éligible à un allègement de la dette. Et là, c'est tous les créanciers qui se réunissent et qui effacent une bonne partie de votre dette. Après le point de décision, le pays engage des réformes macroéconomiques. Lorsque ces réformes-là sont couronnées de succès, le pays arrive au point d'achèvement. Le point d'achèvement, c'est le point auquel la communauté internationale, la communauté des créanciers efface la totalité de la dette. C'est là lié à l'initiative d'annulation. Donc, nous avons compris qu'il y a beaucoup d'enjeux derrière ces programmes-là. C'est pourquoi nous nous sommes battus pour la mise en place de ce programme. Et aussitôt le programme signé à fin décembre, nous étions à Paris en janvier 2008, où nous avons négocié avec le créancier du Club de Paris sur un allègement qui a porté sur près de 412 millions de dollars. Voilà donc, dont 257 millions de dollars constituaient les arriérés que nous avions accumulés à fin décembre 2007, et 157 millions, c'était les services de la dette qu'on devait payer pendant la période de consolidation. Une période de consolidation a été définie, c'est la période de 3 ans du programme. Ça veut dire donc 412 millions de dollars étaient ôtés comme charge sur le budget, soit en forme de rééchelonnement, soit sous forme d'annulation, qui était de l'ordre de 181 millions de dollars. Voilà ce que nous avons obtenu à Paris. Nous avons obtenu aussi bien sur la dette pré-date butoir que sur la date post-date butoir, sur la dette post-date butoir, qui est vraiment une dette non échelonnable, disons. Et ce qui fait qu'à Paris, nous avons obtenu plus que ce qu'on aurait pu normalement obtenir. Nous sommes, une fois que le Club de Paris a accepté le retraitement de notre dette, nous étions obligés, et des critiques sont allées pour dire que nous voyagions. Il fallait prendre des contacts avec tous les créanciers membres de ce Club de Paris pour qu'ils entérinent ces effacements de dettes. Et voilà ce que nous avons fait. Nous n'avons pas fait tous ces pays, bien entendu. J'avais ma direction de la dette et de l'investissement qui était impliqué dans ça. Mais j'ai pu aller plus loin en allant vers des créanciers multilatéraux comme la BAD. J'ai effectué une mission à la BAD pour demander un traitement particulier pour la Guinée. C'est 11 millions de dollars que nous avons obtenus au cours de cette visite. J'ai fait une communication là-dessus. La BADEA a fait un traitement spécial de l'ordre de 8 millions de dollars. Tous ces montants-là sont venus faire des allègements sans lesquels le budget de l'État n'aurait pas pu être finançable. Par conséquent, on aurait pu avoir recours au financement monétaire ou alors à des accumulations d'arriérés qui allaient mettre le programme en l'air. Et voilà donc
pourquoi je dis que les résultats obtenus, ce n'était pas juste l'inflation. L'inflation, c'est la résultante de ces politiques-là. Nous avons fait quoi au niveau de la Banque centrale? Bien que la politique monétaire était vertueuse, elle n'était pas accommodative, parce que les politiques monétaires d'avant, il y a un déficit, on dit, bon, la politique monétaire, elle suit. On a simplement réformé la Banque centrale. J'ai mis en place, j'ai proposé au Premier ministre la mise en place d'une commission indépendante qui était chargée de veiller sur, de faire le diagnostic du fonctionnement de la Banque centrale, une commission qui a été pilotée par l'actuel ministre des Finances, et nous faire des recommandations. Il y a eu des recommandations sur les statuts même de cette Banque centrale pour la rendre plus autonome. Il y a eu un renforcement du contrôle interne et comptable pour éviter que les ressources de la communauté ou bien les ressources publiques qui sont logées à la Banque centrale ne fassent l'objet de détournements ou de choses. Voilà. Monsieur le ministre, vous avez, par rapport à cette explication, le point d'achèvement, pour ne pas que j'oublie, oui. Vous ne l'avez pas atteint. Non, justement, peut-être que je m'attendais que la question vienne plus tard. Le point d'achèvement, voilà ce que nous visions. Lorsque j'ai quitté Washington pour prendre mes fonctions de ministre de l'économie et des finances, j'avais défini cette feuille de route avec le Premier ministre d'alors. Il fallait mettre d'abord un programme en place et les conditions de déclenchement, ce qu'on appelle les déclencheurs du point d'achèvement, il fallait mettre un programme en place qui puisse être exécuté à satisfaction pendant une année. Nous avons reçu la première année du programme. Nous avons fait la première revue du programme avec succès en juin 2008. La deuxième revue du programme était prévue pour fin décembre. C'était d'ailleurs mi-décembre. Et à l'arrivée, donc après l'examen du dossier, donc en décembre, le pays devait être déclaré éligible au point d'achèvement, et ce qui aurait pu permettre à la Guinée d'obtenir cette annulation totale de la dette. Puisque lorsque vous arrivez au point d'achèvement, du coup, vous êtes qualifié pour l'initiative d'annulation de la dette multilatérale. Et je vous ai dit, notre dette multilatérale portait sur 2/3 de notre dette publique. Donc, dans le pipeline, c'était 2,4 milliards de dollars de la dette guinéenne qui devait être effacée. Notre endettement public extérieur devait passer de 100%, 100 et quelques pourcents de notre produit intérieur brut, à moins de 30%, qui devait dégager de considérables ressources pour tacler les problèmes de pauvreté. Une pauvreté qui, vous avez fait allusion pendant votre première question, une pauvreté qui s'est généralisée pendant les 10 dernières années, puisqu'il y a eu des enquêtes de ménages qui ont montré que la pauvreté, l'incident de la pauvreté, qui n'était qu'à 49% en 2002, était passé jusqu'à 54%. Donc, la réduction, la problématique de la dette, c'est là. C'est qu'elle permet, une fois la dette réduite, le fardeau de la dette effacé, le pays a des ressources énormes qu'il peut consacrer au problème de réduction de la pauvreté. Et nous étions à 2 doigts de ce point d'achèvement. Puisque j'étais à Washington ici, dans cette même ville, en train de négocier ce programme, lorsque le décret est tombé, j'ai eu un accord sur le programme. J'ai été reçu par le directeur général du Fonds monétaire. J'étais en compagnie du gouverneur de la Banque centrale. J'ai eu les félicitations de la direction générale du Fonds monétaire pour avoir conduit le pays maintenant vers le point d'achèvement, puisqu'il n'y avait que 2 choses à faire. Nous avions 2 actions préalables. Il fallait mettre en place le mécanisme automatique d'ajustement des prix à la pompe. C'était à notre portée, puisque le cours du pétrole avait baissé, du baril. Donc, ce n'était pas un problème de demander à la pompe de baisser les prix. L'autre action préalable, qui devait nous permettre juste d'avoir le passage du conseil, c'était le problème de Mamadou Sylla, de Futurleg. Je m'excuse d'avoir donné le nom, mais Futurleg. Vous savez, je vous ai parlé des critiques, les choses que les gens sont allés dire à ce nouveau Premier ministre. Ils sont allés jusqu'à dire, oh, il a reconnu la dette de Mamadou Sylla. Écoutez, cette histoire s'est passée, moi je n'étais même pas à Conakry. J'étais ici aux États-Unis, j'étais au Fonds monétaire. Lorsque je suis arrivé, l'agent judiciaire de l'État nous envoie un document sur cette dette-là. Ils avaient réussi, l'État et Futurleg, à se mettre après plusieurs audits effectués, un par un ancien gouverneur de la Banque centrale, l'autre effectué par un ancien ministre du contrôle. Ils se sont entendus de prendre un auditeur indépendant qui a fait le point sur l'endettement de Futurleg vis-à-vis de l'État et de l'État vis-à-vis de Futurleg. Voilà ce que le rapport a révélé. J'ai mis en place une commission
qui était présidé par mon secrétaire général, le secrétaire général du ministère du Contrôle économique, pour examiner ce dossier avec tout ce qui est venu même des forces armées. Ils ont établi que oui, le Futurlec doit à la Banque centrale, mais l'État devait à la Banque centrale. Ça, c'est le rapport d'audit. La commission m'envoie ça, je transmets ça au monsieur le Premier ministre, et on s'entend sur un mécanisme d'appurement de la dette. Le Fonds monétaire, au cours de cette mission, avait exigé qu'au lieu de payer cela, il faut que le paiement de Futurlec puisse servir au remboursement de la Banque centrale, puisque c'est une dette croisée. Il doit à l'État, l'État lui doit. Donc voilà tout l'enjeu, qui a été même signé après qu'on m'a enlevé aux affaires. J'étais à Conakry encore, lorsque le Premier ministre d'alors et le ministre qui m'a remplacé ont signé cette convention avec Futurlec pour que les dettes soient effacées de façon croisée. Voilà, monsieur le ministre, par rapport à cette question d'ailleurs, Dieu merci que vous l'ayez touché. Entre Futurlex et l'État, qui réellement doit à l'autre? Réellement. Écoutez, je vous ai dit, c'est que la Banque centrale devait, l'État, Futurlec devait à la Banque centrale, c'était connu. Il y avait même eu une plainte déposée contre Futurlec par la Banque centrale. Mais c'est que l'État devait à Futurlec, c'est ce qui était sujet à beaucoup de controverses. Puisque les syndicats, de toutes les façons, ne voyaient que l'autre partie, c'est-à-dire entre BCRG et Futurlec. Okay. Mais tout ce qui s'est passé entre cette institution et l'État, ce n'était pas clair, puisqu'il y avait des justifs qui n'étaient pas apportés. On disait c'était des services rendus parfois à l'armée ou dans des cas de contrats obscurs, donc qui devaient être clarifiés. Tout ce que je vous dis là, c'est passé pendant que moi je ne savais même pas que je venais à Conakry. Vous connaissez toute cette histoire. Et donc, je viens des dossiers, on les ressort, je demande à mes services et aux services du contrôle de revoir ça, sous instruction bien sûr du gouvernement, du Conseil des ministres. Et c'est ce qui a été fait. Lorsque Mamad Silla un échéancier a été établi avec Mamad Silla pour son entreprise Futurlec, il y avait eu le même échéancier entre lui et la Banque centrale. Donc ça devait être un croisement dont le net, je ne sais pas revenir à qui, je ne peux pas vous donner les chiffres, mais ça devait être du même ordre, à peu près, approximativement. Les dossiers existent au ministère des Finances. Donc, ça veut dire que nous avons raté le point d'achèvement. Et je vous dis, c'est ce qui est regrettable. Mon sacrifice pour ce pays, je n'étais pas venu pour être un ministre indéfiniment. J'étais venu pour justement cette histoire du point d'achèvement. J'étais venu pour aider le pays d'abord à réussir un programme, à l'exécuter correctement, pour montrer qu'en dépit des problèmes que les gens reprochent à notre pays, bien entendu, nous avons la capacité de gérer une économie. Et une fois le point d'achèvement, la dette qui retomberait à près de 30% du PIB, je crois que j'aurais vu une mission accomplie. Voilà tout ce qui était dans le pipeline. Voilà. Merci le ministre. Monsieur le ministre, on revient sur une autre question. Au début de cette émission, vous avez fait allusion à une campagne menée par certains contre votre personne, lorsque vous étiez aux affaires, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui s'était réellement passé, surtout avec l'affaire de 150 000 $ pour lesquels vous venez d'être blanc? Eh bien, oui, comme je vous l'ai dit, les critiques sont toujours les bienvenues, surtout pour un homme public. Quelqu'un qui exerce des fonctions ministérielles doit pouvoir se prêter à des critiques. Mais faut-il encore que ces critiques soient objectives et soient basées sur des faits réels. Et ce qui s'est passé dans le cas précis que je vous ai décliné tantôt, c'est une tentative réelle de vouloir me salir, peut-être pour m'empêcher de revenir sur la scène politique, et tout comme au temps du gouvernement de consensus, on a essayé de m'abattre pour ne pas que je pousse les réformes vertueuses que j'étais en train de mettre en œuvre. Et je vais juste vous parler de 3 dossiers sans pour autant m'étendre, puisque vous savez très bien que compte tenu du fait que ces critiques étaient infondées, j'ai préféré garder le silence, ne pas répondre à ces allégations. Et d'ailleurs, dans le cas comme des 150 000 que vous évoquez, vous avez donné la réponse qui est que la justice a tranché pour classer le dossier vide. Et donc, ce n'est pas le lieu pour moi de vouloir revenir sur ces questions
que des gens ont saisi et mettent devant une justice, sachant bien que ça n'avait vraiment pas de fondement. Il y avait le dossier, donc, comme je vous l'ai dit, de Futurec, que des gens ont sorti pour dire que le ministre Doré avait reconnu la dette de Mamadou Sylla et il l'avait apuré ou honoré. Et je crois qu'il faut être sérieux. Et quand ces gens vont jusqu'à dire que d'ailleurs il a été à l'origine de l'échec du problème. Je vous ai parlé de la passion avec laquelle je me suis battu pour mettre en œuvre ce programme, pour d'abord négocier ce programme et l'exécuter avec toute l'énergie nécessaire pour le bénéfice du pays. Donc, la question de la dette de Mamadou Sylla ou de Futurec, j'ai répondu déjà à cela pour vous dire que c'est une question qui, d'ailleurs, ne revenait pas au ministre des Finances. Une commission a été mise en place et la commission a fait une analyse là-dessus sur la base des audits effectués. Et je crois qu'il faut être sérieux pour savoir que c'est d'ailleurs la convention de règlement de cette dette a été signée par mon successeur et le Premier ministre d'abord. Ils ont évoqué la question du cinquantenaire. Je n'ai pas besoin de revenir sur un dossier comme ça. Encore que, il faut reconnaître que si le dossier a été examiné par le comité d'audit qui avait été mis en place par le CNDD, il était important que, par le parallélisme des formes, que le comité d'audit puisse, dans l'opinion, me blanchir comme ils l'ont fait d'ailleurs dans certains cas. Je pense que le dossier a été classé après un examen qui a trouvé que ce dossier n'avait rien qui incriminait le ministre Doré, puisqu'il y a eu des indices chauds sur la question et, à mon avis, l'opinion nationale et internationale avait compris, et tout comme d'ailleurs avant le décès du président Conté, que c'était un dossier d'accusation qui visait simplement à vouloir faire partir le ministre des Finances. Et ce qui m'a surpris, c'est de savoir que ce dossier a été ressuscité au temps, à l'arrivée de la junte. Et Dieu merci, après examen détaillé de ce dossier par le comité d'audit, j'ai été blanchi et je suppose, j'aurais souhaité que, comme je l'ai dit, il y ait peut-être une annonce sur ce dossier et qu'on le classe devant l'opinion pour que les gens de mauvaises intentions ne puissent pas venir avec des accusations fortuites. Et voilà donc pourquoi j'ai dit que quand les critiques sont formulées dans le dessein d'abattre une personne, de salir une personne, je crois que c'est ce qui fait un peu mal, puisque en tant que patriote, chacun de nous veut contribuer à l'essor de ce pays-là. Ce n'est pas en se lâchant des critiques, des flèches, des accusations, des allégations, ce n'est pas dans ça qu'on peut construire un pays. Donc, le troisième dossier, dont vous l'avez fait allusion, c'est le dossier des 150 000, et je ne l'ai jamais évoqué dans la presse ou dans l'opinion, puisque je savais que c'était un faux problème, et c'est pourquoi d'ailleurs j'ai attendu tout ce temps, le temps que ça a pris, pour eux de faire passer ça au niveau de la justice, et qui viennent de prononcer un non-lieu, puisque le dossier était sans fondement. Voilà donc ce que je peux dire par rapport à ces critiques. Je suis ouvert au débat. Le débat dans une démocratie, ça permet à chacun d'exprimer ses positions. Mais ce n'est pas en faisant des attaques personnelles sur une personne que l'on peut réussir à construire une nation. Et je vais plus loin pour dire que certains de vos collègues des sites se sont évertués à transmettre des informations de ce genre, et même en les dramatisant, sans vouloir vérifier la véracité de ces informations-là, et ce qu'ils auraient pu faire comme vous le faites avec cette interview que vous passez avec moi pour savoir exactement ce qui s'est passé. Et en cela, je crois que je peux vous remercier et vos auditeurs pour pouvoir procéder au professionnalisme dans la recherche de l'information. Monsieur le ministre, c'est vrai, vous avez été blanchi par la justice, donc le dossier là est clos. Monsieur le ministre, notre émission tend vers sa fin. Nous sommes en phase de transition en Guinée. En tant que Guinéen, en tant que cadre guinéen, quel est votre point de vue
sur cette transition, sur une proposition de sorte de crise de ce pays? Oui, merci. Je suis fier, comme tous les Guinéens d'ailleurs, de la marche que nous suivons actuellement vers une démocratie, vers un ordre constitutionnel. Je pense qu'il faut se réjouir des actes déjà posés et qui vont dans le bon sens. À mon sens, notre pays s'en sortira politiquement et tout porte à croire qu'après plusieurs décennies de mauvaise gestion, de mauvaise gouvernance, le pays est résolument prêt à tourner une page. Je salue les autorités de transition, particulièrement le président de la transition, pour avoir compris le cri de cœur des Guinéens et engager cette transition qui, nous le souhaitons, va déboucher vers des élections, des premières élections libres, transparentes et crédibles. J'ai foi en l'avenir et je suis confiant et je suppose que les acteurs vont jouer le jeu. C'est de cela que dépendra justement la réussite de cette transition-là. Les solutions de sortie de crise économique et financière sont quasiment adossées à la résolution de la crise politique. Vous savez, lorsque la situation politique est réglée, les problèmes économiques sont réglés de fait. Parce que nos problèmes, c'est que nous avons été coupés de bailleurs de fonds. Nos problèmes ont été que nous avons eu des budgets qui n'étaient pas exécutés conformément aux priorités nationales, c'est-à-dire le document de stratégie de réduction de la pauvreté qui a été entériné par tous les acteurs sociopolitiques. Donc, avec le retour à la démocratie, je crois qu'on pourrait véritablement se tourner vers le problème de développement. C'est cela qui a manqué à la Guinée. Le potentiel est énorme et je ne vais jamais verser dans le pessimisme quand il s'agit de ce pays-là. Et je pense que c'est le moment qui arrive pour la Guinée finalement de délivrer, de montrer qu'elle a le potentiel d'être un géant économique dans la sous-région. Votre mot de la fin, je voudrais que vous nous parliez de cette crise ethnocentriste en Guinée, qui pour nous l'ethnocentrisme était mal. Or certains, surtout dans l'administration civile et militaire, il y a ce problème aujourd'hui au niveau de notre pays. Vous qui parlez d'abord toutes les langues de la Guinée, vous qui avez vécu avec toute la communauté, vous êtes Monsieur Doré, mais vous parlez plus Pulaar, Maninka, Soso que même peut-être Guerzé. Et quel est le message, quel est le conseil que vous donnez à tous les Guinéens qui suivent cette vidéo pour ce qui est de la collaboration franche de tous les Guinéens pour une Guinée prospère où il fera bon vivre? Oui, d'abord, le constat, je ne partage pas tellement cela qu'il y a des problèmes ethniques profonds en Guinée. Tous ces problèmes-là sont le reflet de la situation fragile du pays. C'est-à-dire que lorsque un pays connaît la misère, la pauvreté telle que nous connaissons en Guinée, ça réveille tous les démons, y compris les problèmes ethniques s'il y en a. Ceci dit, mon appel, comme vous l'avez dit, c'est dans le cadre justement du renforcement de l'unité nationale. En tant que président du comité d'organisation du cinquantenaire, nous avons essayé de mettre l'accent sur la question d'unité nationale. Nous avons même à l'époque suggéré qu'il y ait un pardon national demandé aux fils et aux filles du pays pour tous les maux qui ont caractérisé ces 50 années de notre indépendance. Je crois que si la Guinée était mieux gérée économiquement, si on avait mieux utilisé nos ressources importantes comme les mines, l'agriculture, l'élevage, la pêche, tous ces atouts économiques qui faisaient de la Guinée la perle de l'Afrique de l'Ouest, si on avait saisi ce potentiel et le mettre en valeur, je crois que les fils du pays aujourd'hui même seraient tentés, je crois que peut-être on aurait une langue nationale commune, ça c'est l'extrême que je peux dire, ou encore moins peut-être, même si ce n'est pas le cas, puisque à cause de diversité ethnique, mais on serait dans une nation unie et prospère. L'appel donc que je lance, c'est de dire que
il ne faut pas se focaliser sur les divisions du passé. J'ai parlé avec un collègue la dernière fois, j'ai dit, ce qui est important pour chaque Guinéen, c'est de savoir, c'est de revoir dans le passé les meilleurs moments que la Guinée a connus. On n'a pas que passé des moments tristes en Guinée, on n'a pas que tué des gens en Guinée, on n'a pas que fait des gabégies financières. Il y a eu des moments où on s'est senti de bons Guinéens. Les périodes de gloire du Afia Football Club rappellent même ça. Il y a eu des périodes où les Guinéens étaient fiers d'être Guinéens. Je crois qu'il faut peut-être bâtir sur ces aspects positifs. On ne peut rien construire lorsque on essaie toujours de trash le pays. Oh, c'est un pays de gens vauriens, des gens égoïstes. Je crois que tous les Guinéens ont en soi un certain potentiel de contribuer au pays. C'est cela, il faut faire appel à cela, à ce patriotisme-là, et éviter les travers du passé. Moi, je crois que c'est la seule manière dont on pourra tourner la page de notre histoire, regarder l'avenir. Si nos enfants, la plupart d'entre eux, n'ont pas connu ces périodes sombres, mais il faut préparer l'avenir pour ces enfants-là. Donc, on ne peut pas vivre dans le passé. Je crois qu'il faut cette union-là, il faut qu'on parle le même langage, il faut qu'on sache qu'une Guinée unie et prospère, c'est à l'avantage de tout un chacun, de nos enfants, de nos grands-enfants. Voilà donc le message que je lance. Et je ne suis personnellement, vous avez parlé de langue, oui, j'ai eu la chance d'avoir évolué dans toutes les grandes régions de la Guinée, mais en réalité, l'ethnocentrisme ne trouve pas de place. Bien, c'est le mot d'espoir pour la Guinée, c'est donc cette unité nationale, et que l'on donne la place à tous les fils de ce pays. De l'intérieur comme de l'extérieur, chacun a quelque chose à apporter pour l'édification nationale. Et il me semble que ces questions d'ethnie, que je banalise beaucoup. Je banalise parce que je me sens appartenir à toutes ces ethnies. Et je pense qu'en fonction de comment vous me voyez, vous pouvez me considérer comme étant une partie intégrante de votre ethnie. C'est parce que j'ai eu la chance de vivre dans toutes ces régions et j'ai grandi pratiquement un peu partout. Je pense que les Guinéens, aujourd'hui, doivent plutôt regarder l'avenir avec confiance. Mettre peu d'accent sur le passé, qui n'est pas glorieux. Mais même si on devait, puisque le passé, c'est quand même une lanterne qu'on place sur le front et qui éclaire le chemin à parcourir, lorsqu'on doit regarder ce passé, qu'on puisse prendre les aspects positifs, ceux pour lesquels on était fiers d'appartenir à la même Guinée. Et pour terminer, je pense que, bien que cette transition se déroule bien, il faut demander à nos concitoyens que chacun respecte le résultat des urnes. Ça ne va pas être facile, mais que ce président, celui qui va sortir de cette urne, que l'on laisse tomber les différences du point de vue idéologique, ethnique, régionaliste, pour pouvoir soutenir cet homme qui va, pour les 5 prochaines années, conduire la Guinée vers une sortie définitive de crise. Et si ce n'est pas le cas, que l'on puisse attendre 5 ans pour pouvoir encore aller aux urnes et cette fois-ci sanctionner ceux qui ont géré le pays. Aux forces armées, le même message, l'union, la cohésion et la discipline, le sentiment que nous sommes tous de la même Guinée. Lorsque le pays est prospère, les premiers gagnants, ce sont les forces de sécurité et de défense qui protègent la Guinée. Je crois que c'est le message que le général Konaté, chef de la transition, a lancé à ses collègues. Et c'est ce même message que nous, Guinéens, de partout le monde, on peut les lancer pour qu'ils jouent le rôle républicain qui est le leur, pour permettre à la Guinée de vivre une normalité constitutionnelle qui permettra au monde entier d'investir dans notre pays et de faire de notre pays une nation émergente. Voilà, ce souhait met fin à cette émission. Je vous rappelle que aujourd'hui nous étions en direct de Washington DC, à quelques pas d'ailleurs du siège du Fonds monétaire international où travaillait cet ancien ministre guinéen de l'économie et des finances, M. Ousmane Doré. Merci à vous qui avez choisi le plateau d'Aminata.com. Nous nous retrouvons dans nos prochaines éditions. Merci.